Bonjour à tous, donc je suis Simon Ricard et je vais vous parler d'hydrologie régénérative ou comment régénérer les cycles de l'eau par l'aménagement des espaces agricoles et des territoires. C'est un peu le terme qu'on a donné, on est plusieurs à travailler sur ce sujet, qu'on a donné à la proposition, hein, c'est une proposition hydrologie régénérative, pour justement un peu porter cette vision de la régénération des cycles de l'eau par l'aménagement des espaces agricoles, hein, d'un point de vue très concret aussi, et puis plus largement à l'échelle des territoires. Et du coup, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc ça va durer, je pense, autour une bonne heure de présentation. Effectivement, on pourra l'entrecouper de questions-réponses, et puis il y aura aussi possiblement un temps de questions-réponses à la fin pour 1 heure et demie en tout, si j'ai bien compris, de webinaire. Voilà, en quelques mots, un peu plus précisément, j'ai 2 casquettes, on va dire, avec les 2 logos là que vous voyez en bas. À droite, c'est Permalab. Je suis pas cofondateur, mais co-développeur et co-gérant de Permalab. Donc un petit bureau d'études, on est basé dans la Drôme, à Cré précisément, et puis on accompagne les agriculteurs, les porteurs de projets en installation agricole, les entreprises à vocation agricole, hein, des domaines viticoles ou autres, des particuliers aussi de moins en moins, et puis de plus en plus des collectivités sur les sujets autour d'agroécologie, agroforesterie et donc hydrologie régénérative, dans une démarche d'ensemble, de ce qu'on appelle le design, de conception un peu sur l'ensemble de ces aspects. Sur voilà, donc tous ces aspects que j'ai mentionnés, et sur à la fois la conception et la mise en œuvre. Donc on accompagne aussi au chantier, à la plantation d'arbres, à la création de bassins, de fossés, de baissières, un peu ce qu'on va voir là dans la présentation, pour mettre en œuvre ce qu'on propose aux agriculteurs et aux personnes qu'on accompagne notamment. Et puis, en fait, la formation aussi sur ces mêmes sujets, notamment d'hydrologie régénérative. Et on intervient un peu partout en France, un peu quart sud-est globalement, mais on peut intervenir un peu partout, et puis un petit peu aussi en Europe, notamment en Grèce et en Espagne, où il y a notamment des sujets assez présents autour de l'agroécologie et puis autour des problématiques d'eau en général. Et justement, mon autre casquette, c'est que je suis cofondateur et coprésident de l'association pour une hydrologie régénérative, qui, comme je disais un petit peu avant, a, elle, pour but de diffuser la vision des cycles de l'eau, de la régénération des cycles de l'eau possible par l'aménagement du territoire, comme je disais, et donc de diffuser, de mettre en lien aussi les initiatives, les projets, les ressources, afin que cette vision se diffuse plus largement et plus rapidement, notamment en lien avec les problématiques qu'on rencontre de plus en plus actuellement, à la fois sécheresse, à la fois inondation. Il y a des solutions autour, évidemment, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, mais surtout l'aménagement des espaces agricoles et du territoire. Un petit point, là, j'entends des micros qui sont peut-être ouverts et ça fait un peu de bruit en fond. Si vous pouvez fermer vos micros là pendant la présentation et juste le réouvrir au moment des questions, c'est parfait. Hop là. Alors, je vais dérouler un petit peu, puis j'aime bien commencer toute formation, présentation ou autre, par cette phrase-là de Masanobu Fukuoka, un des chantres de l'agriculture naturelle dans les années 50-60, et qui disait: c'est dans un désert américain que je réalisais soudain que la pluie ne tombe pas des cieux, elle provient du sol. La formation des déserts n'est pas due à l'absence de pluie, mais plutôt la pluie cesse de tomber parce que la végétation a disparu. Et j'aime bien cette phrase parce qu'elle prédispose un petit peu justement tout le sujet. Et aussi cette vision du lien entre qu'on considère classique climat territoire. Donc voilà, le climat est sec, donc le territoire est sec, et qui remet un peu en cause cette vision, et notamment qui fait justement montre un peu d'une autre vision qui émerge depuis quelques années dans la communauté scientifique mondiale, notamment de liens justement entre les territoires et les climats directement. Et c'est parce que les territoires sont secs que le climat est sec. C'est la tendance a priori qu'on observe dans beaucoup d'observations, de publications scientifiques, et qui émergent et qui font du coup se poser la question de est-ce qu'il peut y avoir un lien entre notre aménagement du territoire, notre occupation des sols, la manière dont
dont est les sols et la végétation sur notre territoire, qui peut influencer le climat. Alors, ce que vous allez découvrir dans cette présentation, je vais parfois un peu vite, exprès, parce que c'est long et le temps est compté. Mais après, n'hésitez pas, si besoin, à m'interrompre. Notamment, on pourra faire un petit temps de questions-réponses après chacune de ces parties-là. On va commencer par les cycles de l'eau, causes et conséquences de sa rupture. Deuxième partie, inverser la tendance, le triptyque eau, sol, arbre. Troisième partie, cultiver l'eau verte et ralentir l'eau bleue. Et puis quatrième partie, quelques exemples de projets, notamment qu'on accompagne avec Permalab. Pour illustrer un petit peu tout ce que je vais vous présenter là. Alors, du coup, la nouvelle représentation du cycle de l'eau. On connaît tous, vous avez tous appris, on a tous appris à l'école, la représentation classique du cycle de l'eau qu'on en a, et avec une bonne part d'évaporation depuis les grandes masses océaniques, l'eau sous forme de vapeur d'eau s'élève, pénètre sur les continents sous forme de nuages, et puis plus loin, plus ou moins loin dans les territoires, précipite, retombe sous forme de pluie donc, et puis soit ruisselle, soit s'infiltre. Alors naturellement, elle a tendance à plutôt s'infiltrer. Quand c'est dégradé, on va le voir, ça a malheureusement tendance à trop ruisseler, on le voit en ce moment dans l'actualité. Et puis tout ça, soit par la case sol, sous-sol, nappe, soit en surface, retourne par le réseau hydrographique, les cours d'eau, tout ça, au final vers les masses océaniques, et puis c'est renvoyé dans un cycle long, le cycle de ce qu'on appelle de l'eau bleue. On va distinguer eau bleue et eau verte, on va le voir juste après. C'est une distinction qui est apparue là au début des années 2000 avec certains scientifiques qui justement ont voulu mettre à jour un rôle autre et d'autres cycles de l'eau qu'on connaît aussi, qui sont en lien avec l'évapotranspiration, donc la transpiration des végétaux en particulier, et le fait que effectivement une partie de l'eau est captée par les sols, le duo sol-végétation, et est renvoyée dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau par la transpiration. Et que donc tout ça, la végétation entretient comme ça de multiples petits cycles de l'eau territoriaux, continentaux, et entretient donc les précipitations. Le cycle de l'eau, et on appelle ça le recyclage des précipitations continentales. Ça se passe directement sur les continents sans plus passer par la case masse océanique, comme le grand cycle de l'eau, le cycle de l'eau bleue étant l'eau liquide, on va dire, l'eau des flux. Et l'eau verte, donc c'est justement cette eau verte, c'est cette eau qui est contenue et qui circule à travers le sol, la végétation, et qui entretient ces cycles de l'eau. Et donc cette eau verte, elle n'est même pas sous forme liquide, elle est essentiellement sous forme de biologique ou de vapeur d'eau quand elle est renvoyée dans l'atmosphère par la végétation. Et à l'échelle, un peu la nouveauté finalement, même s'il n'y a rien de nouveau, mais c'est plutôt une vision, une compréhension qu'on en a, c'est que à l'échelle planétaire, 2/3 de l'eau des précipitations continentale est issue de l'évapotranspiration de sol et végétation. Donc 2/3 de nos précipitations sont de l'eau verte, et seulement 1/3 vient des masses océaniques. En France, on parle bien des précipitations continentales et à l'échelle mondiale. En France, on a une situation un peu différente parce qu'on a une assez grande façade océanique, donc on est plutôt sur 40-60, 40 d'eau verte et 60 d'eau bleue, qui est donc des précipitations qui sont issues des masses océaniques. Mais plus on s'éloigne loin dans les continents, plus la part de l'eau verte, donc de l'eau par la végétation et donc directement du territoire, est importante. Et donc c'est de là on tire des enseignements de cette nouvelle représentation du cycle de l'eau, et notamment le fait qu'on peut opposer entre guillemets un cycle de l'eau fonctionnel, fonctionnel au sens où, comme on expliquait, il y a une multitude de recyclage de précipitations, de continuité, de microcycles de l'eau par évaporation, précipitation, tout ça, qui sont entretenus tout le long des territoires par une forme de continuité de végétation notamment, et versus, entre guillemets,
à un cycle d'eau dysfonctionnel, et dysfonctionnel par deux éléments principaux qu'on va revoir un petit peu juste après. Une forme de dévégétalisation. On comprend que si on enlève trop la végétation, on affecte les cycles de l'eau et les cycles de l'eau verte en particulier. Et l'autre aspect qu'on va voir aussi, c'est une forme d'évacuation de l'eau, d'évacuation de l'eau de nos territoires, là aussi, on va le revoir. Et tout ça, ça entraîne, ça a pour conséquence notamment deux choses qu'on voit en bas, sécheresse, inondation, qui sont un peu d'une certaine manière les deux faces d'une même pièce. Et cette même pièce, c'est la dégradation des cycles de l'eau sur nos territoires. C'est-à-dire que nos territoires n'ont plus la capacité à capter l'eau, retenir l'eau, infiltrer l'eau lorsqu'elle tombe. Et c'est comme ça qu'on a notamment des inondations. Et une fois que toute cette eau aura été tombée en trop grande quantité, ça va laisser des territoires qui sont secs parce que l'eau n'aura pas été captée, infiltrée par les territoires. C'est une grande généralité, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et beaucoup des conséquences qu'on observe actuellement sont les conséquences de cette dégradation des cycles de l'eau exacerbée par le changement climatique. On a tendance à mettre ça, peut-être un peu rapidement, sécheresse, inondation, tout ça, sur le compte du changement climatique. Il faut bien voir que c'est le changement climatique, mais un effet grossissant sur des territoires qui sont eux-mêmes problématiques, puisque justement, ils n'ont plus cette capacité à la fois à générer de l'eau et à la retenir, à la ralentir. Alors, les causes de la dégradation des cycles de l'eau, elles sont connues dans le fond, il n'y a rien de nouveau, mais par contre, il est bon de se les remémorer pour justement commencer à adresser des solutions. Les causes de la dégradation des cycles de l'eau, c'est essentiellement en bonne partie dans nos territoires le remembrement d'une certaine manière, puisque arrachage de 750 000 km de haies, 50% des haies de France ont disparu et ça continue globalement. Il y a encore plus d'arrachage que de replantation de haies. Et puis, un peu moins connu, assèchement de 1 million, à peu près environ 1 million de mares, étangs, pièces d'eau qui maillaient le territoire comme ça. Donc 30 à 40% de ces zones humides notamment, on considère qu'elles ont disparu en quelques décennies de notre territoire, notamment par le drainage, le comblement de tout ça. Nos paysages ont donc considérablement perdu de capacité à infiltrer l'eau. Il y a quelques bruits parasites. Donc nos paysages ont considérablement perdu de capacité à infiltrer l'eau, à la stocker et aussi à la renvoyer dans l'atmosphère par évaporation, évidemment, à force d'avoir justement fait disparaître en bonne partie la végétation et la capacité hydrologique, d'une certaine manière, des territoires. Le remembrement, ça, on s'est habitué à avoir des paysages comme celui de droite, là, alors que, on va dire, d'un point de vue naturel ou historique, en tout cas, les paysages étaient beaucoup plus maillés de végétation et d'arbres en particulier. Les pratiques agricoles, de fait, les pratiques agricoles affectent lourdement la qualité des sols et leur capacité à stocker et à gérer l'eau. Et puis, voilà, c'est un grand chiffre, mais avec les pratiques agricoles actuelles, nous sommes passés de 4% de matière organique en moyenne, c'est des grandes moyennes dans les sols, en 1950 à 1,5% aujourd'hui, donc forcément une perte des capacités des sols à pouvoir garder l'eau, infiltrer l'eau, la rendre aux besoins. Et voilà, et c'est clairement un des gros aspects qui fait que les territoires aussi ont des conséquences comme sécheresse et inondation. C'est parce que les sols sont largement dégradés. On parle du milieu agricole là parce que c'est dans le contexte agricole, mais on peut largement extrapoler à tous les milieux, à l'imperméabilisation, à l'artificialisation des sols, évidemment. Tout ça, ça va de pair, quels que soient les endroits du territoire. Ça s'est accéléré depuis quelques décennies, mais c'est aussi un mouvement qui est séculaire, voire millénaire par endroits. D'aucunes anciennes civilisations ont déjà dégradé lourdement leur sol, leur territoire et ont entraîné des formes d'assèchement, voire de désertification, par exactement les mêmes phénomènes de dévégétalisation, déboisement, culture, surculture, surpâturage et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez commun, malheureusement, dans les territoires et dans le monde. Tu peux passer la suivante.
Voilà, et donc ça, c'est un point. Et l'autre point, justement, comme je parlais de forme d'évacuation de l'eau. Et il y a un paradigme qui, pour le coup, s'est accéléré pas mal dans les dernières décennies, qui est l'évacuation de l'eau par le drainage. Donc, on a un paradigme historique et généralisé du drainage et de l'évacuation de l'eau dans l'aménagement des espaces agricoles et du territoire, une forme de tout tuyau, hein, on parle de tout tuyau, mais ça se décline tant en milieu urbain, là aussi, qu'en milieu agricole. Et on a globalement, voilà, pour, là aussi, des bonnes raisons, de la même manière que pour le remembrement, c'était pour des bonnes raisons qu'on a fait ça, c'était pour gagner en mécanisation, gagner en praticabilité. Si vous êtes agriculteur, voilà, vous savez aussi toutes les causes et les conséquences de ça et l'utilité de ça. Donc ça, c'était fait pour des bonnes raisons, mais ça entraînait aussi des conséquences. Et le drainage généralisé, hein, qu'il soit aérien avec les fossés comme ça autour des parcelles, ou enterré comme on voit à gauche avec un système de drainage enterré, où l'eau est évacuée dans un collecteur un peu central, là, et on voit qu'elle est en bas à droite, qui rejoint vite un fossé, un cours d'eau, et puis qu'elle retourne d'une certaine manière vite à la mer. Donc ça permet de gagner en temps de culture, parce que on peut gagner des périodes où d'habitude c'est engorgé en eau, et là on peut cultiver plus longuement dans l'année. On peut cultiver sur des plus grandes surfaces aussi. Donc on a fait tout ça pour ces bonnes raisons aussi, pour gagner en surface, gagner en productivité, tout ça. Sauf que, voilà, conséquence, c'est que structurellement, on a globalement des territoires, des espaces agricoles à plus ou moins grande échelle, qui évacuent l'eau quand il y en a trop, mais qui évacuent l'eau aussi quand il n'y en a pas assez, et qui sont structurellement plutôt asséchants, et qui une forme d'accélération des cycles de l'eau, puisque l'eau, au lieu d'être captée, ralentie, infiltrée dans les sols, les sous-sols, dans des points d'eau, tout ça, elle est structurellement plus rapidement évacuée, quoi. Tu peux passer à la suivante. Voilà, et du coup, un peu en corollaire de tout ça, pratique récurrente d'évacuation de l'eau dans les parcelles agricoles. Les parcelles ont des sols nus et compactés, voilà, c'est un peu les 4 points. De fait, sont très vite saturés lors des épisodes pluvieux, générant rapidement du ruissellement. On constate là aussi actuellement. Les rangs de culture, grand 2 là, à gauche, les rangs de culture sont implantés en ligne droite sur des parcelles présentant des reliefs, ce qui crée des pentes favorisant les écoulements et parfois les ravines, là, dans le contexte viticole, mais ça se décline là aussi dans la plupart des contextes agricoles. 3, les emprises des parcelles occupent un maximum d'espace, laissant des fossés périphériques réduits à une dimension minimale, et dont le seul but est d'évacuer l'eau hors du site, en général. Et puis 4, là, on va à droite, corollaire au point 3, il n'y a quasiment aucun aménagement ou ouvrage dans ou autour des parcelles qui est dédié à, entre guillemets, tamponner les eaux de ruissellement et favoriser leur infiltration. C'est un peu le constat qu'on peut faire dans une immense partie de nos territoires agricoles. On peut passer à la suivante. Et puis voilà, pour un peu hors contexte agricole, mais c'est exactement la même logique. Recalibrage et rectification des cours d'eau, là aussi depuis quelques décennies. Des cours d'eau qui naturellement présentent des méandres, des expansions naturelles lors des précipitations, et qui ont donc un fonctionnement qui charge et qui recharge les nappes d'accompagnement, et donc qui soutiennent aussi les débits d'étiage en été, à requalifier, recalibrer, rectifier ces cours d'eau pour là aussi gagner en surface de culture, gagner en surface urbanisable. Et on a une eau qui est accélérée, qui retourne là aussi trop vite à la mer, qui ne joue plus ses rôles écologiques et hydrologiques d'une manière générale. Et même logique de quand il y a trop d'eau, ça crée des problèmes, et quand il n'y en a pas assez, quand c'est sec, et les cours d'eau s'assèchent plus vite encore, et avec les conséquences qu'on commence à sentir de plus en plus actuellement. Passe. Alors, inverser la tendance, on va au moins faire cette partie-là, puis éventuellement prendre 2-3 questions si besoin. Inverser la tendance, point d'interrogation. Vas-y, tu descends, voilà. Donc, on comprend qu'inverser la tendance, ça va passer par 2 choses. Les 2 choses on va dire 2 ou
trois choses, on va dire. Les grands, à partir de ces éléments d'eau bleue et d'eau verte, ça va être de là où on a accéléré, facilité l'évacuation, pour l'eau bleue notamment, les cycles d'eau bleue, ça va être de ralentir, infiltrer toute l'eau de précipitation en particulier lorsqu'elle tombe. Et l'autre grand axe, on va dire, si tu veux, c'est autour de l'eau verte, par rapport à ces cycles courts de l'eau, justement, voilà, ça va être de densifier la végétation pour alimenter les cycles évaporation, condensation notamment. Vas-y, descends. Et donc, on a et nous, Permalab, quand on travaille justement à accompagner des espaces agricoles, tout ça, et ben, on travaille avec ce triptyque pour la régénération des cycles de l'eau dans les agroécosystèmes, et on pourrait généraliser ça au territoire, c'est exactement la même logique. Donc, on a notre eau bleue et eau verte, et donc ce triptyque où avec justement l'eau, l'hydrologie, on va prendre en compte les chemins naturels et artificiels de l'eau, l'aménagement global des sites et bassins versants, priorisant la gestion de l'eau et tous les aménagements, implantation et gestion favorisant ralentissement, infiltration et stockage d'eau, création et maintien de zones humides ou semi-humides et recherche passive des aquifères. Ça, c'est sur l'aspect hydrologie, on va le voir un peu juste après. Et puis, sol, agronomie. Évidemment, le sol, on l'a vu un peu, c'est la clé. Là où on a dégradé, ben, on va chercher justement à réagrader, à faire recouvrir les sols et les parcelles, en particulier avec un sol vivant, couvert le plus possible, riche en matière organique, parce que c'est la clé pour une gestion de l'eau à court terme, en réduisant drastiquement tous les phénomènes de ruissellement, en stockant l'eau dans tous les éléments biologiques, et en favorisant l'infiltration et la résilience hydrique pour toute végétation cultivée ou non. Et puis, troisième axe, évidemment, arbres et pérennes, agroforesterie, puisque les arbres sont la clé pour la gestion de l'eau sur le long terme, en favorisant évapotranspiration, condensation et petits cycles de l'eau, en créant des microclimats frais et humides, en infiltrant l'eau en profondeur et ou en la remontant en surface, et en développant le réseau mycorhizien et la vie biologique du sol. Et ça, c'est le nom des moindres aspects. Vas-y, tu peux descendre. Et voilà, justement, en cultiver l'eau verte, sol et arbre, on comprend que c'est par ce duo-là que ça se passe. Là, on va passer un peu rapidement sur ces aspects de sol et d'arbre, puisqu'il y aurait tant à dire sur ça. Il y aura sûrement des apports à ce niveau-là, sur l'agronomie, l'agroforesterie. Mais en tout cas, au niveau des sols, comme on disait, 1% de matière organique dans 15 cm de sol par hectare, c'est en moyenne environ, en tout cas, 250 mètres cubes d'eau par hectare. Donc, c'est effectivement là où on doit jouer pour faire recouvrir la capacité des sols à gérer l'eau. Tu peux passer. Et donc, voilà, toutes les pratiques qui vont dans ce sens-là sont utiles et voire indispensables, en tout cas d'y aller de plus en plus. Donc, tout ce qui est agriculture de conservation, en haut à gauche, donc des sols couverts végétaux, des allongements de rotation, des semi-directs sous couvert, comme on voit là, donc tout ce qui va dans ce sens est crucial et essentiel et a besoin justement d'être accompagné en termes de transition. Tout ce qui est culture sur sol vivant, évidemment, maraîchage sur sol vivant et équivalent. En bas à droite, enherbement et couverts végétaux, donc tout ce qui est les cultures pérennes, arboriculture, viticulture, que recouvrer des sols qui soient couverts, végétalisés le plus longtemps possible. Et gérer ça se fait de plus en plus, notamment en viticulture. Et puis, dernier point en bas à gauche, gestion holistique du pâturage en élevage, puisque voilà, on peut rapidement dégrader des sols avec certaines formes de pâturage. On peut aussi, à l'inverse, les réagrader, les régénérer avec des formes de pâturage, notamment un pâturage tournant dynamique. Donc, une forme de pâturage bien géré. Donc là aussi, il y a des clés majeures avec les animaux, et même que du coup, cette association animaux-plantes-sol soit utilisée bénéfiquement pour recouvrer aussi des sols qui sont dégradés. Tu peux descendre. Voilà, pour juste illustrer la couverture des sols et les effets que ça peut avoir. Cette photo-là, enfin ces photos, c'est pris au même endroit, c'est dans l'Hérault. Donc, le collègue Alain Mallard qui a fait ça, qui a pris cette photo, deux parcelles qui sont conduites différemment, qui sont au même endroit. On voit la maison. Mais il y a un micro ouvert. Vous avez mangé là?
Rodrigue, il y a ton micro qui est ouvert et on entend. Merci. Et du coup, voilà, là, par contre, elles sont conduites différemment. Sol nu, travaillé, compacté à gauche, sol couvert, non travaillé, préalablement décompacté à droite. Et on voit évidemment les effets après une grosse pluie, 233 mm de pluie en continu pendant 16 heures. C'est de l'ordre de ce qui tombe en ce moment là sur certains endroits, c'est beaucoup. Et on voit à gauche, voilà, ruissellement, érosion, l'eau et les sols partent. Et à droite, l'eau, ressuyage rapide, infiltration, pas d'érosion, peu de ruissellement. Et donc, voilà, c'est tout l'effet recherché par les sols couverts, des sols vivants, le plus possible. Tu peux descendre. Et du coup, agroforesterie, là aussi, on va passer rapidement parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'agroforesterie. Mais juste voilà, un petit rappel, on l'a évoqué, hein, le rôle des arbres dans le cycle de l'eau et globalement qui assainit les milieux humides, hydrate les sols secs avec un effet éponge globalement, plus justement tous les effets sur le long terme d'alimentation des cycles de l'eau. Vas-y, tu peux descendre. Et donc voilà, pareil, tout ce qui va aller dans le sens de l'agroforesterie, que ce soit des arbres dans les parcelles, comme on voit en haut à gauche, l'agroforesterie, culture multi-étagée, hein, des céréales et des arbres de culture, hein, c'est des arbres qui vont être à terme coupés. Donc des arbres dans les parcelles, des arbres autour des parcelles, évidemment, les haies, le réembocagement de l'ensemble de nos territoires agricoles. Une clé là aussi, ça va globalement dans le bon sens actuellement, même si, comme je disais tout à l'heure, on plante encore moins de haies que ce qu'on en arrache, que ce qui disparaît. Et puis gestion forestière raisonnée, reforestation. Là aussi, un peu, pour sortir un petit peu du contexte agricole, c'est clé là aussi. Et puis tout ce qui est système agro-silvo-pastoraux, remettre les arbres avec les animaux dans les élevages et tout ça. Puisque là aussi, voilà, c'est vraiment une clé pour plein de raisons, notamment par rapport au contexte climatique qui devient de plus en plus dur, mais aussi parce que les arbres sont potentiellement fourragés pour les animaux. Et donc là aussi, il y a grand bénéfice à remettre les arbres dans les systèmes d'élevage en particulier. Tu peux descendre. Et donc voilà, juste pour conclure sur cette image assez illustratrice de l'Association française d'agroforesterie. L'idée, c'est justement des sols, des arbres, de passer des paysages comme on a à gauche à des paysages comme on a à droite, au maximum sur nos territoires, pour toutes les bonnes raisons, le carbone, la vie des sols, tout ça, mais aussi, évidemment, on comprend, pour l'eau, pour les cycles de l'eau et pour la capacité, une forme de résilience hydrique à moyen long terme de nos territoires. Tu peux passer. Alors, ralentir l'eau bleue, donc on a vu un peu l'eau verte, là, ralentir l'eau bleue. Est-ce que, allez, je termine juste sur ces 2-3 diapos là, on peut faire une petite pause questions-réponses avant de rentrer un peu plus dans des illustrations. Donc là, dans la logique, la stratégie, c'est le premier point là du triptyque, ralentir, infiltrer, entre guillemets, stocker l'eau de précipitation à l'échelle de la parcelle, du site, du bassin versant, tout au long des chemins de l'eau, ce qu'on appelle des chemins de l'eau naturels, hein. Il y a les chemins de l'eau naturels, les reliefs, les talwegs, tout ça, et artificiels, puisqu'on a beaucoup créé des chemins de l'eau artificiels, les fossés le long des chemins, le long des routes et tout ça, voire les réseaux de drainage. Et donc voilà comment on fait pour passer de ce qu'on a à gauche là, où l'eau est vite évacuée, à quelque chose qu'on a à droite, pour là où l'eau va être ralentie, infiltrée et va s'intégrer, va être support et structure pour des paysages agroécologiques, agroforestiers, comme on a vu. Vas-y, tu peux passer. Et juste pour finir ça, et après on va avoir un peu plus d'images, ce graphique-là, ces courbes, pour illustrer pourquoi on incite sur cet aspect triptyque-là, et penser tout à la fois et en même temps, ce qu'on trouve manquant encore dans beaucoup de projets autour de l'agriculture, parce que voilà, de ce triptyque-là, on retrouve notre triptyque au sol arbre, et on a une première courbe bleue là, justement, qui signifie que on a sur une vingtaine d'années là environ, et puis ça indique sur l'effet hydrologique global, la courbe
l'ordonner, voilà. Et tout ça pour dire qu'à partir du moment où on fait un ouvrage, on fait un fossé sur courbe de niveau, on fait une mare qui récolte des eaux de ruissellement, à partir du moment où on fait cet ouvrage, il y a un effet quasiment immédiat. Dès la première pluie, il y aura un effet hydrologique à partir du moment où on met en œuvre quelque chose, des ouvrages, des micro-ouvrages, des formes qui vont permettre de capter, ralentir l'eau, quoi. Il y a un effet immédiat. Par contre, voilà, on voit que dans le temps, il n'y a pas d'effet, ça va pas augmenter. Si on crée un fossé, si on crée une mare, elle ne va pas capter plus d'eau dans le temps, puisque, voilà, au contraire, il peut y avoir une tendance un petit peu à se boucher, à se refermer. C'est normal. On cherche d'abord à ce qu'il y ait un effet immédiat, quoi. L'autre effet plus ou moins rapide, en tout cas, c'est au niveau du sol. On l'a vu, hein, à partir du moment où on passe en couverts végétaux, et ben, on a un effet sur les ruissellements, l'infiltration, qui peut être relativement rapide et qui va globalement aller en s'améliorant à mesure que le sol s'améliore, que la porosité, l'infiltrabilité, la vie du sol augmente. La matière organique aussi, peut-être éventuellement se stabiliser à au bout de certaines années, lorsque les taux de matière organique ont un petit peu atteint leur maximum. Mais globalement, ça va de manière croissante. Et puis les arbres, pourquoi cette courbe? Parce que là, on entend, il y a des inondations par endroits, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, on en a entendu parler cet hiver. Et d'aucuns disaient il faut replanter des haies pour lutter contre les inondations, quoi. Voilà, c'est une bonne idée, sauf que si on replante des haies, on se contente juste de replanter des haies dans les champs à situation similaire l'année suivante, eh ben, il y aura exactement les mêmes problématiques d'inondation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les petits arbres plantés qui font un mètre de haut qui vont avoir un effet hydrologique sur les problématiques immédiates, quoi. Donc, eux, on voit dans cette courbe-là que l'effet des arbres, qu'ils soient hydrologiques et autres d'ailleurs, coupe-vent, abri de la biodiversité, tout ça, il va se faire qu'à 5, 10, 15 ans. Et par contre, il va aller en augmentant à mesure que les arbres grandissent et que les systèmes arborés recouvrent à nouveau les espaces agricoles, quoi. Du coup, voilà, c'est important de penser le court terme et le long terme à la fois, de le penser en même temps. Et c'est un peu l'intention, la logique de l'hydrologie régénérative, quoi, hein, d'aménagement, et puis des techniques justement qu'on va utiliser, qu'on va voir juste après, quoi. Vas-y, tu peux descendre. Voilà, est-ce qu'il y avait 2-3 questions, peut-être, avant d'approfondir ça? Il y avait une question dans le chat qui est peut-être plus sur le départ de la présentation. C'était, est-ce qu'on a une notion de la taille du territoire sur lequel les changements de couvert, de surface, ont un impact sur la pluviométrie? C'est une bonne question. Ça se fait. Il n'y a pas encore, pareil, hein, de données. C'est encore un peu naissant les données à ce niveau-là. C'est encore des observations un peu ponctuelles un peu partout dans le monde. Mais globalement, j'ai rassemblé quelques données où dans un contexte, pour de la petite échelle, dans un contexte semi-aride au Mexique, en l'occurrence, où des grandes surfaces ont été plutôt désertifiées, on va dire, parce que on est avec les pratiques les pratiques agricoles, et notamment le pâturage et le surpâturage, eh ben, on a largement dégradé le sol. Donc, il y a une forme de désertification qui s'est instaurée, et donc, sur des grandes échelles. Et puis, il y a un agriculteur qui, là aussi, sur une relative grande échelle, on parle de 400-500 hectares, donc c'est des surfaces un peu agricoles américaines, on va dire, quoi. Ils sont vite sur des grandes surfaces, et qui, lui, depuis plusieurs années, met en œuvre des pratiques justement d'agroécologie, d'agriculture régénérative, et notamment autour du pâturage tournant dynamique, tout ça, de manière assez poussée, et qui fait qu'il a j'ai pas d'image là, mais qui fait qu'il a des prairies, en l'occurrence, qui sont revenues, qui, en comparaison à tous ses voisins et tout autour, lui, il a beaucoup d'herbes et plus des arbres qu'il a remis, tout ça, des sols qui se sont régénérés. À côté, tout est semi-désertique, avec de l'herbe assez éparse, peu de sol, peu de matière organique, quoi. Et en fait, ils ont commencé à regarder, à observer juste les radars de précipitation
et se rendre compte que, je parle bien d'un contexte semi-aride, hein, donc c'est certainement comment exacerber les changements. Mais en tout cas, ils ont constaté que en gros, il pleuvait plus sur leur ferme, là, sur les 400-500 hectares de leur ferme, que chez les voisins, quoi. Donc, et ça a été corrélé justement avec les radars de précipitation sur plusieurs années. Il y a eu un peu d'études, de suivi qui a été fait autour de ça. Mais voilà, a priori, ça montre, et c'est pas un miracle en soi, ça s'explique par justement là, je vais passer peut-être un peu vite sur l'aspect végétation, mais la végétation dans les cycles de l'eau, donc alimente à la fois, ça transpire plus, donc ça alimente plus on va dire les nuages, mais ça a aussi un effet de condensation, une surface condensante, parce que c'est plus frais, plus froid, donc il y a un effet de condensation, donc de recirculation d'eau, de captation d'eau, même si c'est pas directement de l'eau de pluie, c'est de l'eau aussi, de l'eau qui circule par la rosée et tout ça, et qui circule plus que sur un territoire qui est un peu sec. Et donc voilà, ils ont constaté ça. Donc voilà, sur une relative petite surface, encore une fois, c'est un climat sec. Après, sur des plus grandes surfaces, oui, il y a soit en Australie notamment, il y a toute une zone qui était passée en culture, en céréales. Ils avaient transformé des prairies et des savanes en grandes cultures de céréales. Et il y a eu des baisses là aussi. Ils ont constaté une baisse de précipitation. Donc, en fait, on ne sait pas encore, c'est encore en étude, en recherche un petit peu, en sachant que ce n'est pas des recherches qui ont pignon sur rue non plus, sur ces interactions territoire-climat. Dans ce sens-là, en tout cas, c'est naissant. Donc, voilà, on ne peut pas non plus affirmer, et ça va être évidemment très dépendant du contexte aussi, hein, des reliefs, de la distance des côtes et tout ça. Mais en tout cas, à ce sujet, moi, je vous invite vraiment à regarder ou suivre ce que fait Cédric Cabrol. Il y a pas mal de vidéos, notamment de lui sur Internet, où il travaille exactement sur ce sujet, quoi. Donc, voilà, je vous renvoie vers ça. Et ces études naissantes, quoi. Donc, on ne sait pas encore, mais la question mérite largement d'être posée. Et c'est aussi la question qu'on pose notamment pour une hydrologie régénérative, pour justement qu'il y ait plus d'études, plus de données, plus d'informations sur ce niveau-là, et que derrière, on puisse aussi mettre en œuvre, éventuellement soutenir en tout cas des politiques de transition agroécologique, parce que voilà, il y aura un effet bénéfique de plus par rapport à tous les autres, et qui va concerner les prestations et l'eau a priori. Ok, je vous remercie pour les éléments. Je t'en prie. Je continue ou est-ce qu'il y a... Je propose que tu continues, Simon, parce qu'il est déjà midi. Il est 13h, pardon. Du coup, voilà. Même si on a pris un peu de retard pour pas kidnapper les gens trop longtemps. C'est ça. Je continue. Donc là, voilà, on va ralentir l'eau à toutes les formes un peu d'aménagement possibles, hein, encore une fois, très contextualisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne solution pour tout, c'est à chaque fois du contexte. Et voilà, donc pour autant, une des pratiques assez, un des éléments principaux dans toutes ces approches pour capter les eaux de pluie, les eaux de ruissellement en particulier, c'est ce qu'on appelle les noues d'infiltration, les baissières. Donc c'est un fossé sur courbe de niveau, hein, on le voit, donc on voit une coupe à gauche là, un fossé sur courbe de niveau, et qui à droite, on voit que ça a été fossé creusé, un talus derrière et une haie qui a été plantée dessus. Et donc, ce fossé qui suit la courbe de niveau, il a pour objectif de capter les eaux de ruissellement qui, normalement, auraient défilé lorsque il pleut beaucoup et que le sol saturé aurait coulé vers l'aval, aurait éventuellement créé du ruissellement de l'érosion. Là, voilà, ces fossés régulièrement répartis dans le paysage, ils interceptent l'eau, l'eau est ensuite infiltrée, donc recharge un petit peu le sol et le sous-sol un petit peu en dessous, et alimente aussi les végétations qu'on plante dessus, hein. C'est même quasiment tout le temps adossé à une haie, donc on fait ce genre d'ouvrage pour implanter une haie, pour resegmenter aussi les espaces agricoles, et donc pour gérer des eaux de ruissellement, quoi. Tu peux descendre.
Voilà, par exemple, donc on voit sur cette photo à gauche la haie qu'on voyait juste avant, là, la baissière plantée. On venait là, juste de la faire à gauche, là, et qui suit donc la courbe de niveau, et il a plu peut-être le lendemain une trentaine de millimètres. Donc voilà, tout de suite un effet de capter l'eau de surface, de subsurface aussi, hein, c'est de l'eau de surface, et puis il peut y avoir un peu d'eau, un petit peu d'eau qui coule en intermédiaire des surfaces. Donc, ce genre d'ouvrages sont d'autant plus pertinents en milieu un peu sec, dans des climats aussi qui sont secs et contraints. C'est pas forcément moins pertinent dans déjà des climats qui sont trop humides, ou avec des saisons hivernales un peu trop humides, où il peut y avoir déjà des tendances de saturation en eau. Voilà, on réservera plutôt ces ouvrages pour ça, pour le climat plutôt sec, on va dire, même si plus ça va et que même dans des régions historiquement plutôt humides et tout ça, et ben, avec les problématiques de changement, d'évolution, et ben, ce genre d'ouvrage peut commencer à avoir de l'intérêt dans pas mal d'endroits, quoi. Et à droite, là, on a une photo c'est en Amérique du Sud, en l'occurrence, où ils ont fait tout sur un peu un ensemble d'un territoire, un redécoupage avec justement des baissières, et c'est une manière notamment de redonner, de recouvrir un territoire, sa capacité à capter, infiltrer de l'eau quand il en tombe beaucoup. Tu peux passer. Voilà, donc d'autres formes qui utilisent justement le relief, c'est carrément là directement des plantations en fonction justement d'une courbe de niveau, hein. Pour faire de l'agriculture, on le sait, on a besoin de lignes parallèles, que l'on soit mécanisé ou pas. On a besoin de lignes parallèles, et voilà, sauf que, comme on voyait un peu précédemment, des lignes parallèles droites dans des parcelles qui présentent des reliefs, et ben, ça crée des couloirs de ruissellement qui peuvent être problématiques. Une des manières de gérer, d'adresser ça, ce problème, c'est justement de faire des lignes parallèles, mais en ligne parallèle à une courbe de niveau de référence. Donc, il y a des lignes parallèles qui vont suivre le relief d'une certaine manière. Donc là, à gauche, par exemple, on a nous sur courbe de niveau, donc une baissière, comme vous voyez, et puis des lignes de plantation qui suivent donc cette courbe. Et donc à droite, là, justement, c'est ce qui a été fait. Là aussi, c'est en viticulture. On a à droite, on voit la noue et la noue plantée, et puis tous les rangs de vignes qui suivent en parallèle cette noue principale, quoi. Donc voilà, c'est pas évidemment sans poser problème et voire challenge pour mettre en place ça en termes de mécanisation, en termes de praticabilité, évidemment, mais justement, c'est toute la logique justement du design hydrologique, de cette réflexion très contextuelle, et ben, c'est de trouver le bon aménagement et la bonne manière de gérer pour trouver le bon compromis aussi entre des contraintes de mécanisation éventuelles et puis des problématiques générées par le ruissellement lorsqu'on plante droit sur une parcelle en relief. Tiens, tu peux descendre. Voilà, donc par exemple là, on est dans le Var aussi, un domaine viticole, et justement, on a l'exemple ce qu'on appelle un motif keyline, hein. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça vient du keyline design, mais justement c'est ça, c'est ce qu'on appelle le motif keyline, c'est des lignes de culture en parallèle d'une courbe de niveau. Donc là, on voit qu'il y a eu plusieurs courbes de niveau de référence et plusieurs parties qui ont été implantées en relief. Là aussi, c'était pour limiter les effets de ruissellement dans les parcelles. Et on obtient ça puisqu'on crée comme ça une succession de plein de micro-obstacles qui vont, eux, ralentir l'eau à chaque fois, quoi. Vas-y, tu peux passer. Donc là, pareil, même logique. Donc on est en arboriculture, en Espagne, donc des endroits où d'autant plus besoin de bien gérer l'eau quand elle tombe. Et là, voilà, on a des lignes parallèles, hein, d'arboriculture qui sont implantées là aussi en parallèle à une courbe de niveau, quelque part dans le relief, et qui permet ça, justement, d'avoir là aussi, on voit tous ces micro-obstacles qui se répètent à chaque fois, que sont directement les lignes de plantation, et qui vont faire en sorte que là, quand il va pleuvoir, enfin, et ben, beaucoup plus d'eau va pouvoir rester que si ça se met à ruisseler et à éroder au passage. Tu peux descendre. Voilà, donc un exemple de ce qu'on peut faire aussi, notamment en système plutôt d'élevage, repenser aussi
les découpages des pâturages en fonction des reliefs pour de la fauche ou pour la circulation ou comment dire, des paddocks de pâturage. Peut être repensé aussi en fonction du relief avec ces mêmes principes du motif qu'il a. Vas-y, tu peux passer. Et donc, là, par exemple, ça pose la question, et on la pose régulièrement, des formes de remembrement, entre guillemets, hydrologique et agroforestier. Donc là, un exemple d'un parcellaire de vigne où justement tout est droit, et même s'il y a de la pente, et vas-y, fais défiler. Voilà, et donc c'est un travail justement qu'a fait aussi le collègue Alain Mallard sur un projet où justement il y a l'idée de remembrer des parcelles en fonction là aussi du relief, donc avoir des cultures qui suivent et surtout des espaces, des interparcelles, quoi, et des cheminements, tout ça, qui suivent les reliefs pour là aussi avoir un effet hydrologique global, faire en sorte que les limites de culture, les cultures en elles-mêmes, les circulations, tout ça ait un effet hydrologique lorsqu'il va pleuvoir et puisse faciliter la conservation de l'eau, l'infiltration et évidemment tout ça de pair avec des couverts végétaux et des arbres d'agroforesterie qui va venir naturellement se mettre sur les ouvrages hydrologiques ou sur ce qui va être fait pour l'hydrologie. Vas-y, passe. Voilà, donc du coup, on était un peu plutôt dans les parcelles là, et il y a, comme je parlais beaucoup des chemins de l'eau naturels artificiels, et là où circule beaucoup d'eau, c'est dans les fossés ou les talwegs. Talweg, c'est les fonds de vallée, les fonds de vallons, hein, même petits. Et donc, une des stratégies pour faire en sorte qui va d'ailleurs adresser à la fois au manque d'eau, pour pouvoir recharger plus d'eau, et aussi au trop d'eau, hein, pour limiter les écoulements et les afflux d'eau importants en aval. Les fossés au Talweg, donc à Redan, c'est-à-dire des micro-barrages réguliers dans le fossé, qui fait en sorte qu'une partie de l'eau va être tamponnée, tout en permettant que l'eau continue à circuler, hein. Ça ne va pas déborder autour du fossé, ce n'est pas l'objectif. Mais par contre, voilà, ça va retenir l'eau. Et donc, voilà, on a des exemples là de fossés à Redan, en haut à gauche, le long d'une parcelle de grande culture. Et puis, juste à droite d'un chemin, hein, souvent les fossés le long des routes et des chemins sont des zones qui gagneraient à être traitées comme ça, encore une fois, pour ralentir et infiltrer l'eau. Donc, en bas à gauche, justement, on a vu là, c'est un projet qu'on a fait dans le Var, dans un grand domaine viticole, et on a retransformé des fossés qui évacuent l'eau autour des parcellaires de vignes en fossés à Redan. Et voilà, quand il n'y a plus beaucoup, et ben forcément, une partie de l'eau et des sédiments qui vont avec se retrouvent là, restent là, s'infiltrent, plutôt que de filer directement à la mer, en l'occurrence, la mer étant pas très loin. Donc les mêmes logiques peuvent s'appliquer, comme je disais, à droite, là, en Talweg, voire même en contexte forestier, hein, cette image-là. Avec, là, c'est pas un cours d'eau qu'on voit en bas à droite, hein, c'est un Talweg sec, qui est sec d'habitude, sauf quand il pleut beaucoup. Et là, voilà, tout cet effet de petites mares d'infiltration par des micro-ouvrages comme ça de manière répétée, récurrente tout le long de ces chemins de l'eau, peut avoir un effet hydrologique notoire quoi, sur l'ensemble d'un territoire, quoi. Tu peux descendre. Voilà, donc justement, petite illustration dans le même domaine viticole là dont je parlais. On a mis en place on voit un fossé droit entre des parcelles de vignes, donc la situation assez classique. Et on a mis en place des redonds. Donc, vous voyez, souvent, c'est des choses qui sont pas lourdes à mettre en œuvre. Et première pluie ou première un peu plus conséquente, de l'eau, des sédiments, comme je disais juste avant, qui sont captés et conservés. Et puis, voilà, l'objectif, c'est qu'à terme, justement, ça serait en herbe et que la végétation reprenne, et que la végétation aussi joue ce rôle d'infiltration, de protection contre le ruissellement et l'érosion notamment. Et que, comme je disais, toute cette eau, notamment en contexte méditerranéen comme ça, soit conservée plutôt qu'elle soit évacuée, comme c'est le cas très largement actuellement. Vas-y, descends. Voilà, on pense aussi au système de fascinage là, dans des contextes là aussi un peu peut-être para-agricoles, on va dire, autour des contextes agricoles, mais les fascines dans des pentes, dans des zones
à forte érosion peuvent être aussi une stratégie. Et là, pareil, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, l'idée, c'est de créer de l'obstacle aux écoulements pour faciliter l'infiltration et la conservation du sol et la reprise de la végétation, quelle que soit l'approche. Tu peux descendre. Voilà, donc tout ce qui est mare temporaire, bassin d'infiltration, tout ça, évidemment, tout ce qu'on a enlevé pendant des décennies là, avec le remontement, bah, il s'agit justement d'en remettre ponctuellement un peu partout justement, dans différents endroits autour des parcellaires agricoles et le long, là aussi, des chemins de l'eau, pour toutes les bonnes raisons, notamment justement de favoriser l'infiltration, le tamponnage le plus haut possible dans le relief, et des effets corollaires de biodiversité et tout ça qui sont là aussi très, très manquants actuellement, quoi. Vas-y, tu peux descendre. Voilà, mare temporaire, zone d'infiltration, même logique, hein, on voit là justement là, à droite, là, même domaine viticole dans lequel on était. Il y avait un espace là entre deux parcelles viticoles, c'était à peu près le seul espace un peu disponible. Jusqu'à présent, c'était un fossé, c'était un simple fossé là que vous voyez, mais on l'a proposé d'élargir, d'en créer un vrai bassin d'infiltration, et là aussi à chaque fois, plutôt que de filer dans le fossé en aval, et ben, c'est de l'eau qui est retenue, qui est infiltrée, le bassin va rester sec une bonne partie de l'année, mais par contre va jouer son rôle hydrologique attendu, là notamment là, ce qui est des grandes pluies. Vas-y, passe. Et voilà, donc déconnecter les réseaux hydrographiques artificiels et naturels. Donc, comme je disais, des quantités d'eau circulent dans un véritable réseau hydrographique artificiel qui rejoint le réseau hydrographique naturel, donc les ruisseaux, les cours d'eau, tout ça, qui contribuent à évacuer l'eau du paysage, plus ou moins assécher sol et aquifères, et à augmenter les crues en aval. Et donc, vas-y, si tu fais un petit défilé, voilà. Donc, encore, voilà. C'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a... Non, ouais, remonte, voilà. C'est là où je veux en venir, justement, qu'il y a un enjeu à ce que tous ces réseaux, donc tous ces fossés, tous ces réseaux de drainage et tout ça, ils aient des bassins, des zones tampons, un peu comme ce qu'on a vu juste avant d'être que ça retourne au cours d'eau, pour justement que de l'eau s'infiltre dans les territoires et ne retourne pas directement dans les cours d'eau. Vas-y, tu peux descendre. Voilà, donc tout ce qui est bassin, étang, retenue collinaire, évidemment, ça rentre dans cette logique, hein. C'est des stratégies là qui, pour le coup, rejoignent aussi la logique de conserver l'eau pour pouvoir irriguer, hein. On ne parle pas non plus de bassines, de méga bassines non plus. On est vraiment sur collecter l'eau de pluie et de ruissellement, celle qui ne s'infiltre pas ou qui n'est pas retenue en amont, plutôt qu'elle file effectivement à un cours d'eau. Une stratégie de la retenir dans des retenues collinaires plus conséquentes que seulement des mares, c'est une possibilité. Encore une fois, le point, c'est de dire que il ne s'agit pas juste de faire une retenue collinaire, mais de faire l'ensemble d'un paysage agricole qui va retenir l'eau, dont les retenues collinaires ou bassins ou étangs sont un des éléments et pas le seul élément, comme malheureusement c'est souvent le cas. On fait une retenue pour faire une retenue, pour conserver l'eau, mais on ne touche pas vraiment fondamentalement au reste, au modèle agricole en général et au paysage en amont en général. Vas-y, descends. Et voilà, débuser les cours d'eau, ce petit clin d'œil pour finir sur ces logiques-là. C'est un ferme du Grand Laval, c'est dans la Drôme, où dans les années 80, ils avaient, pour passer étendre les surfaces de grandes cultures, ils avaient busé un cours d'eau. Il y avait un petit cours d'eau qui circulait très fin, ils l'avaient busé, donc pour pouvoir, c'est avec les bus qu'on voit là, et pour pouvoir cultiver dessus. Ils ont fait une opération de débusage des cours d'eau pour remettre le cours d'eau en surface. Évidemment, le cours d'eau qui est busé, il s'écoule très vite, l'eau disparaît rapidement. Quand elle coule en surface, ça s'écoule beaucoup plus lentement. Ça se réinfiltre aussi. Et donc, c'est une opération qui a été faite. Donc, là, encore une fois, dans cette logique de ralentir et redonner la place à l'eau dans les paysages. Tu peux descendre. Il reste 10 petites minutes, Simon. Ouais, pour un faux timing, je viens de voir. Pas de souci. Merci. Donc, je conclue là-dessus, en tout cas sur cette partie. C'est un peu ce que montre cette image-là. Donc, tu peux faire des défilés, de redédier de l'espace à l'eau et à l'arbre. C'est l'enjeu, peut-être c'est un des gros enjeux majeurs, justement, dans l'ensemble de nos parcellaires. Donc, voilà, refaire des choses qui vont à la fois ralentir l'eau et puis, sur le long terme,
permet de remailler en termes d'arbres d'agroforesterie sur on l'a vu juste avant, l'image juste avant, sur des chemins de l'eau qui vont être ralentisseurs et infiltreurs d'eau, que ce soit sur l'ensemble d'un bassin versant, on va dire de bassin versant. C'est un des enjeux actuels. Vas-y, tu peux faire descendre. Est-ce que, du coup, je vous présente un exemple de projet. On va voir si on a le temps de faire les 3. Mais au moins, on peut en faire. On peut faire le. Vas-y, passe celui-là, ouais. Je vais essayer de les présenter rapidement. Voilà. Donc, là, c'est donc des exemples de projets qu'on a accompagné, et donc là aussi ça vaut ce que ça vaut, c'est des choix aussi en fonction du contexte. Là c'est un domaine viticole plus petit dans le Var aussi, où ils avaient racheté des parcelles du domaine voisin avec l'objet de replanter plusieurs hectares là, de parcelles sur plusieurs années, avec en l'occurrence l'idée de faire un projet des plantations agroécologiques, agroforestières et un peu poussées. Vas-y, descends. Voilà, donc plusieurs enjeux sur ce domaine, des parcelles agricoles, des parcelles viticoles assez dégradées, d'un sol un peu en pente, pas de la grosse pente, mais suffisamment pour créer des ravines, là on le voit, hein, le sol dans l'état dans lequel il était, dans un contexte de garrigue, enfin de maquis plutôt, donc une réserve naturelle, donc tout autour des parcelles, il y a la réserve naturelle, donc pas question d'y toucher, et puis c'est du maquis, donc des sols assez secs. Vas-y, descends. Vous avez vu changer l'image? Non, là justement, elle n'a pas changé. Voilà, là ça change. Ouais, ok. Voilà. Et donc voilà, on voit justement un contexte, même si c'est assez sec, même dans le maquis autour des parcellaires, donc de l'eau qui, quand ça tombe beaucoup, se retrouve vite en bas à droite. Là, on voit Lionel Azin, là, le responsable du domaine, il fait quasiment 2 mètres, il est assez grand, et il est au fond d'un cours d'eau. Un cours d'eau sec qui ne coule que quand il pleut, et cours d'eau qui se surcreuse un peu plus à chaque fois. Dès qu'il y a un orage, un gros orage, et ben l'eau entraîne les sédiments, le fond, et donc ça fait quitter les sédiments et l'eau des espaces environnants et au fond des cours d'eau. Vas-y. Et donc voilà, on revoit, donc on fait un peu un travail cartographique aussi pour voir comment ça se passait, comment ça circulait au niveau de l'eau. Donc on voit là sur la flèche bleue, indique un cours d'eau intermittent lors d'épisodes pluvieux. Ça, c'est la carte IGN, donc on reconnaît les traits bleus pointillés des cours d'eau temporaires, voire intermittent, hein, qui ne coule que quand il pleut beaucoup. Et donc, évidemment, ce cours d'eau là qui est en bas de la parcelle, d'une des parcelles là qu'on allait replanter, lui, il alimente un ruisseau qui lui-même alimente une rivière, l'Argence en l'occurrence, donc en tête de bassin versant, et qui, cette Argence-là, déborde parfois, passe à travers des villes du Var qui sont soumises à inondation de temps en temps, lorsqu'il y a des gros épisodes. Et toute cette eau, il faut bien comprendre qu'elle vient en bonne partie de tous les paysages amont, hein, même les zones un peu forestées naturelles, qui retiennent pas assez d'eau, et donc qui s'accumulent en bas, et en plus laissent sec les territoires en amont. Vas-y, passe. Donc voilà, là on est sur la visualisation on voit qu'en haut il y a un chemin, ce chemin c'est la crête dans le relief, et puis il y a 2 hectares de maquis en jaune là, qui sont juste en amont du parcellaire, de la première parcelle replantée. Et tous les fossés en bleu là, avec des flèches, c'est les fossés, les chemins de l'eau justement, les chemins de l'eau artificiels en l'occurrence, les fossés périphériques aux parcelles qui sont faits pour drainer, évacuer l'eau. Et donc il en passe dans les parcelles, il en passe autour des parcelles, et qui rejoignent, vous voyez, le très gros trait bleu pointillé là, donc c'est le fameux cours d'eau temporaire marqué sur la carte IGN, qui ne coule encore une fois que quand il pleut beaucoup, et qui récupère toutes ces eaux drainées, évacuées, ruisselées depuis les surfaces en amont, quoi. Vas-y, passe. Et voilà, donc le design qui a été fait, c'est un travail vraiment sur le triptyque au sol arbre, qui a été fait. Donc sur les sols, on va le voir, donc il travaille déjà pas mal avec les couverts végétaux.
il y avait une réflexion de réimplanter les vignes en perpendiculaire aux pentes, comme ce que nous on avait proposé, mais au final, pour des questions de praticité et de compromis en l'occurrence, eh ben, il a replanté dans le même sens, mais comme il avait une bonne gestion des couverts végétaux, c'était a priori acceptable qu'il puisse continuer à travailler un peu dans le sens de la pente. En termes d'arbres, donc il y a l'idée d'un maillage agroforestier, on le voit hein, dans les parcelles, là, un redécoupage des parcelles avec de l'agroforesterie, des haies simples, des double haies qui relient aussi les zones autour, hein, les zones un peu de forêt qu'il y a autour. Hein, c'est l'idée de recréer des corridors de biodiversité et voir des arbres simples, des arbres trôniers dans les rangs. On voit là les points verts seuls isolés dans les rangs pour justement recréer là aussi du relais mycorhizien par des arbres isolés comme ça, isolés, trôniers, pour qu'ils soient conduits et qui ne gênent pas la viticulture dans les parcelles, quoi. Et pour l'eau, on voit justement que l'idée, c'était de faire justement plein de redans, de mares, de ralentir l'eau, de créer plein de zones tampons le long de tous ces fossés, de tous ces chemins qui jusqu'à maintenant l'évacuaient. Donc on a créé tous les points bleus, là, bleu ou bleu ciel. Ce sont soit des redans, soit des mares qui ont été mis en place, quoi. Tu peux passer. Voilà, donc par exemple là, sur l'eau, donc Lionel a mis en place petit à petit les replantations, les couverts végétaux et puis les ouvrages hydrologiques autour des parcelles en particulier. Donc là, on voit, il a créé ses redans à moindre frais, hein, de la terre, des pierres, des branches trouvées sur place à la pelle mécanique, un fossé un peu élargi, là, comme la photo du milieu, puis un redan qu'on voit au fond. Et puis voilà, tout ça, après 50 mm de pluie, on voit que tout ça s'est mis en charge finalement et ça a obtenu l'effet escompté, c'est-à-dire que une partie de l'eau en tout cas est restée, s'infiltre, va créer une forme de mare temporaire là tout le long de ces ouvrages, en plus le long des haies qui sont plantées aussi. Donc voilà, on a un effet où l'eau reste plutôt qu'elle file dans l'argence et peut plutôt favoriser une forme de réhydratation du site. Vas-y, passe. Voilà, donc ça, c'est les plantations d'arbres, les plantations de haies, notamment à droite, des arbres qui sont trôniers, justement, qui sont conduits pour ça. Donc là, on est sur le triptyque, on a vu l'eau, l'arbre, vas-y, on passe. Et donc le sol, là, voilà, les couverts végétaux dans les parcelles de vignes, comme on voyait. Voilà, on arrange justement sur le triptyque au sol, arbre, pensés ensemble. Et c'était justement l'intention et l'objet pour ce projet en particulier.